La Grande Table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs. On se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui des livres et des spectacles. La Grande Table critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, TF1, le ministère de l'économie, l'Assemblée nationale, bref, la France. Après le journal à 12h55, nous parlerons de théâtre avec 2 spectacles à l'affiche, La Réponse des hommes de Tiphaine Raffier et Une télévision française de Thomas Quillardet. Mais pour l'heure, nous parlons de l'actualité de la littérature. Je suis en compagnie de Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO Gazette et productrice sur cette antenne d'Affaires en cours tous les jours à 19h20, et de Johan Faerber, rédacteur en chef du site Diacritique. Au programme dans quelques temps, Anéantir de Michel Houellebecq, mais tout de suite paru chez Actes Sud, une sortie honorable d'Éric Vuillard. C'est un livre court, nerveux, comme toujours. Éric Vuillard pose sa loupe sur un épisode historique, en l'occurrence la débâcle de la guerre d'Indochine. Nous sommes donc au début des années 50, se nouent intérêts politiques et économiques entre les banques parisiennes, les industries indochinoises, les officiers de l'armée et les pontes de l'Assemblée nationale. On écoute un extrait lu par Romain de Becdelièvre. Il s'agit d'un député les plus influents de l'époque, le dénommé Frédéric Dupont. Nous sommes au Palais Bourbon, on débat ferme des suites à donner au conflit. Mais ce 19 octobre 1950, Frédéric Dupont est à l'un des sommets de sa carrière. La guerre d'Indochine le place au premier plan. Il est le félibrige de l'Empire et l'avocat de notre armée. Un paix de lumière fuit de la verrière, les rédacteurs se succèdent discrètement autour de la tribune. Dupont remonte son bénard. Décidément, le sur-mesure n'est plus ce qu'il était. Il referme le 2e bouton de sa veste, la coupe indulgente à son embonpoint, s'assure qu'elle n'a pas été meurtrie par la promiscuité et se racle la gorge. Frédéric Dupont se cramponne au pupitre. Il y a du monde dans l'hémicycle. Les loges se remplissent, des camarades l'encouragent. D'une main songeuse, il s'éponge le crâne, battant le rappel de ses derniers tifs, et il se lance follement dans sa grande diatribe. Il évoque tout d'abord, d'un geste bouleversé, le drame de Cao Bang, et déplore l'abandon matériel et moral dans lequel a été laissé notre héroïque corps expéditionnaire. Des rires fusent. Les secrétaires notent à la volée des répliques de forains. Les lumières brillent. Dupont éprouve un vague sentiment de détresse. Sur les bancs du gouvernement, les ministres s'agitent. D'après lui, l'armée manquerait de tout en Indochine. Et pointant un index vengeur en direction du secrétaire d'État aux forces armées, Dupont lui lance avec un air d'angoisse, rouge de colère, que le fil de fer barbelé a même dû être remplacé par des piquets de bambou. Éric Vuillard, une sortie honorable. Le titre est pour le moins ironique. Marie Sorbier, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouvel opus ? Ironique, mais je le trouve très beau ce titre. Enfin, peut-être qu'on y reviendra parce qu'il dit beaucoup de choses de ce livre. Alors, Éric Vuillard est un écrivain qui aime raconter l'histoire plus que raconter des histoires, si je peux me permettre ce petit jeu de mots pour commencer. Nous sommes donc face à un récit, celui de la fin de la guerre d'Indochine, vous l'avez dit. Et puis, on a 2 côtés. On pourrait diviser le livre en 2 parties, c'est-à-dire le côté du gouvernement français, qui donne lieu d'ailleurs à une galerie de portraits, alors parfois savoureuses, parfois aussi un peu ennuyeuses, parce qu'il y en a des gens, on en voit passer, des politiques, du gouvernement de cette République, notamment, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène de Édouard Herriot qui entre 2 séances va manger au restaurant et il y a une description assez, alors pour le coup savoureuse d'Herriot croulant en train de manger sa terrine lyonnaise, et ça il sait faire particulièrement bien Vuillard, je trouve, cette galerie de personnages. Et de l'autre côté, une recension des sévices, alors un peu moyenâgeux quand même, par un inspecteur du travail à Saïgon, des travailleurs esclaves exploités par Michelin. Alors, Vuillard, il sait faire ça, on ne peut pas lui enlever, vous l'avez dit, il a un style qui est très reconnaissable, on l'entend dans cette lecture de Romain de Becdelièvre, on reconnaît Vuillard à la moindre première phrase. Il a trouvé sa voix tant et si bien que j'en viens, moi, à un peu mélanger tous ces opus. Ça parle toujours
de guerre, ça part toujours d'un fait historique précis. Il fait comme ça une espèce de constellation, il prend des scènes avec des points de vue un peu différents, au lecteur après de compléter ou pas selon ses connaissances du conflit. Moi, la fin de la guerre d'Indochine, c'est une période de l'histoire que je connais mal. Je ne sais pas si on l'étudie vraiment à l'école ou pas, j'ai pas tout à fait l'impression, mais en tout cas, je l'avais pas vraiment en tête, donc j'ai eu un intérêt didactique à lire ce livre. Mais ce qui m'a quand même manqué, et un peu toujours quand même chez Vuillard, c'est que c'est efficace, manque quand même d'émotion. Moi, j'ai un manque de laisser aller dans son écriture qui est un peu trop maîtrisé. Ça manque de jeu, J-E, et donc j'arrive pas à totalement adhérer à ce qu'il est en train de faire, même si je reconnais la puissance et la délicatesse de ses phrases. Johan Ferber. Moi, je serais assez d'accord pour souligner avec Marie la réussite de ce livre, qui pour moi est bien plus forte que les deux précédents, l'ordre du jour, où je trouvais qu'on était dans le dispositif. On était dans un dispositif, c'est-à-dire depuis 14 juillet, le dispositif de Vuillard, il est sensiblement toujours le même, c'est-à-dire se mettre dans l'antichambre des puissants et toujours à la veille d'un événement qui implique des corps, qui implique la population, une émeute ou une guerre, c'est-à-dire finalement être aux portes du désastre. Et cette fois, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus habité que les fois précédentes. Moi, à l'ordre du jour, j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu, pardon de le dire, une recette qui était appliquée. Et là, moi, j'ai trouvé, par exemple, un très très beau passage qui, pour moi, était un peu la vérité de l'œuvre, qui n'apparaissait pas dans les livres précédents. C'est un passage sur le visage. Et ce passage sur le visage dit un petit peu la poétique d'Éric Vuillard, c'est-à-dire que le visage mélange à la fois la chair et l'idée. Et quand on donne des idées, quand on parle, on a un petit peu cette déformation. Et là, pour une fois, j'ai trouvé que c'était un peu plus habité que les autres romans. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes absolument grandioses, vraiment. Et je crois qu'il est lui-même un petit peu moins en tout. Enfin, il est beaucoup plus prudent avec la grande facilité qu'il a d'écrire. Il a, Marie vient de le souligner, un très grand métier. Il y a une fabrique de l'histoire qui passe dans son livre. Et cette fois, j'ai trouvé que ce livre-là tombait politiquement et socialement très très bien, parce que pour moi j'en ferais en fait l'anti-Houellebecq, parce que en fait ici il nous parle en fait du passé. Il nous parle du passé, on en parlera tout à l'heure. Le roman de Houellebecq, c'est un roman d'anticipation, mais un roman d'anticipation qui est incapable de voir le présent. Alors que le projet de Vuillard s'oppose totalement à Houellebecq. Déjà, c'est un projet progressiste, Marie l'a rappelé, il s'agit de dénoncer des sévices du management. Et finalement, son idée, elle est très simple, c'est que si on regarde vers le passé, c'est que nous-mêmes, notre présent, est habité par le passé. Un projet progressiste, voire révolutionnaire, parce que dans cette répétition du même qui peut agacer, c'est vrai, moi aussi je le ressens parfois, il y a quand même la construction dans le fond et sur la longueur d'un vrai système, un système qui est là pour désarmer tout un fonctionnement politique, industriel de la France, Marie Sorbier. Oui, il y a une phrase, je trouve, qui le dit bien. On est page 61, donc au premier tiers de ce récit. Il finit son chapitre sur la banque d'Indochine, cette banque qui va donc, elle, s'enrichir pendant cette guerre. Et il finit en disant « Et voilà comment nos héroïques batailles se transforment les unes après les autres en sociétés anonymes ». Il y a vraiment toujours chez Vuillard cette façon de prendre l'histoire et puis de la rattacher à un développement économique, à une domination du capital sur la partie historique. Vous parliez, Joanne, des scènes remarquables du livre. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup marquée. C'est celle où le maréchal de Latte se retrouve à la télévision américaine, et là, il doit vendre sa guerre. C'est un passage que j'ai trouvé peut-être justement plus incarné. On suit cette émission avec le cœur battant, parce que le pauvre maréchal est quand même en mauvaise posture. Il ne parle pas très bien anglais, c'est subtil, ce qu'il doit essayer de demander sans vraiment demander un soutien potentiellement aux Américains. Donc, en effet, il n'est pas en très bonne posture. Oui, il ne maîtrise pas aussi tout à fait la chronologie des médias. Ouais, la télévision, pareil. Télévision, qui est quand même encore un média assez nouveau. Et je trouve que cette scène est particulièrement réussie parce qu'on suit, on a peur, on a presque de l'empathie envers ce pauvre maréchal qui se retrouve quand même un peu largué au milieu du nouveau monde. Donc là-dessus, il réussit à mettre un peu de chair, justement, dans cet épisode historique. Johan Ferber. Oui, et puis il a une lecture de l'histoire qui est une lecture qui prend le contre-pied finalement de l'opinionnisme réactionnaire ambiant, faut l'appeler tel quel, dont Michel Houellebecq est le porte-drapeau. On commence
commence déjà à parler de Houellebecq. Oui, mais parce que... Non, mais c'est vrai que les livres ont un rapport, c'est parce que évident. moi, j'ai été très frappé de leur articulation. Ils jouent l'un contre l'autre. Ils jouent l'un contre l'autre. Et quand j'ai lu les précédents de Vuillard, il ne m'était pas venu à l'idée d'opposer son système à celui qu'avance Houellebecq. Et je crois que ce qui est très très fort, et Marie a exactement soulevé la phrase dont je voulais parler, c'est-à-dire il y a pour lui une liaison intime et incestueuse entre le capitalisme et le colonialisme. Et il dit quelque chose de très simple, il dit que nous vivons finalement toujours dans cette 4e République, qu'on dit beaucoup de mal de la 4e République, mais qu'en fait la 5e République dans laquelle nous vivons n'est pas différente de cette 4e République, et que le système finalement de Lévi-Strauss, à un moment il a un grand développement sur Lévi-Strauss, et il dit que tout le système finalement de Lévi-Strauss sur les tribus reculées pourrait surtout s'appliquer au 16e arrondissement, pour voir qu'en fait le 16e arrondissement est une tribu, et que cette concentration de pouvoir, c'est ça qui l'intéresse Vuillard, c'est la manière dont la société concentre le pouvoir dans les mains de certaines personnes et crée des déséquilibres, des situations de domination. Et autant je vais trouver que dans les précédents romans, la mécanique ne prenait pas parce que, par exemple, dans l'ordre du jour, la lecture me semblait, pardon de le dire, un peu facile entre nos années 30, les années 30 qui ressemblent aux années que nous vivons. Autant là, je trouve que le rapprochement avec la 4e République est beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant, et que finalement, sa vision de l'histoire se trouve précisément réorganisée et relancée. Et peut-être parce qu'on connaît aussi beaucoup moins cette période. Je me suis vraiment fait la réflexion. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus nouveau pour nous dans cette espèce de période. Ah, moi, de j'ai transition. appris plein de choses. Ouais. Oui, c'est vrai, on apprend plein de choses. Cette 4e République, c'est pareil, on l'occulte un peu dans les programmes scolaires. On nous la décrit comme branlante, changeante, complexe. Il le dit d'ailleurs au début de l'ouvrage, il resitue tout ça en disant qu'en fait, non, il y a beaucoup plus de stabilité dans cette 4e République qu'ensuite. Donc oui, c'est un ouvrage assez didactique. Alors c'est aussi ça qu'on pourrait lui reprocher s'il n'y avait pas quand même le style de Vuillard et ces phrases qui sont quand même nerveuses, elles sont fortes. Il y a plusieurs moments où il clôt les chapitres, par exemple. Il sait clore un chapitre, et ça, c'est quand même assez beau. Ça coupe, ça tranche, et ça dit quelque chose à chaque fois. Donc, c'est assez agréable. Je voulais aussi juste souligner la note. Je ne sais pas si vous aviez vu la note de la fin de l'ouvrage, qui est peut-être le paragraphe le plus tranchant de tout l'ouvrage. Je vous lis quelques lignes. Du côté de la France et des États-Unis, il y eut en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indochinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fit au moins 3 600 000 morts, 10 fois plus. Cela fait autant que des Français et d'Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette note, elle resitue tout, elle finit un livre qui est assez court, et moi, elle m'a beaucoup marquée. Je crois que c'est ce que je garde de ce roman. Mais ceci dit, vous parliez de cette clôture et puis de la clôture des chapitres. On pourrait reprocher à Vuillard un peu ce qu'on peut reprocher, ce que vous disiez, Johan, tout à l'heure, à Houellebecq, c'est-à-dire cette option téléologique très pratique qui est dans le fond de se situer, ou dans le passé ou dans le futur, mais pour examiner notre présent et notre société. Il y a quelque chose de presque d'autoritaire dans la position du narrateur, Johan. Oui, il y a quelque chose d'assez tranché, je dirais d'assez décidé, qui peut parfois agacer, mais qui montre une vraie prise de position. Et je trouve que dans ces temps difficiles que nous vivons, où lorsque l'on dit que Houellebecq est zémouriste, on se fait rabrouer, je trouve que lui, au contraire, il ne s'économise pas. Il va droit au but, et il dit quelque chose aussi de très simple, dont beaucoup de romans parlent en ce moment, c'est-à-dire finalement que nous vivons sans nous rendre compte, peut-être même pas sous la 4e République, mais dans un ancien régime qui ne dirait pas son nom, avec un système de néo-féodalité. On en avait parlé ici à cette antenne d'Arnaud Bertina, de Sabrina Calvo, mais par exemple le dernier Julia Deck qui est sorti hier pose exactement ces mêmes questions de néo-féodalité. Peut-être que Houellebecq aussi, mais on va en parler. Oh oui. Une sortie honorable, le dernier roman d'Éric Vuillard apparu chez Actes Sud. Je précise aussi que vous pouvez le réécouter. Éric Vuillard parlait de son livre, il était lundi dernier l'invité d'Olivia Gesper. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec Anéantir, roman fleuve, plus de 700 pages de Michel Houellebecq qui sort aujourd'hui. Une autre idée de la France, une autre ambition idéologique aussi probablement.
sommes à l'aube d'une nouvelle année 2027 et le personnage principal, Paul, s'apprête à affronter plusieurs étapes cruciales de son existence. Tout d'abord, une élection présidentielle qu'il va suivre de près puisqu'il conseille Bruno Juge, ministre de l'économie et des finances, pressenti pour être candidat. Ensuite, parce que son père, ancien de la DGSI, a des problèmes de santé, ce qui va bouleverser et renouveler son rapport à toute sa famille. Sa sœur Cécile, très catholique, son frère Aurélien, dans les griffes d'une harpie gauchiste, et sa propre épouse Prudence, avec qui il n'entretient plus vraiment de lien. Enfin, parce qu'il se trame dans le monde quelque chose de bizarre, depuis que des attaques informatiques puis réelles menacent l'équilibre global. Johan Ferber, vous avez déjà beaucoup parlé du Houellebecq, ne nous le cachons pas, dans le Vuillard. Mais bon, dites-nous quand même ce que vous en avez pensé. Je dirais que ça se présente comme un grand roman, mais je dirais surtout que c'est un gros roman assez... Autant Vuillard parle du déclin de la France et cherche des explications à ce déclin réel de la France, autant Houellebecq propose un roman, lui, qui est décliniste, ce qui est quand même très différent. C'est-à-dire que, pour moi, il y a 3 fils dans ce livre. Il y a un fil politique, vous l'avez dit, on est en 2027, on prépare l'élection présidentielle. Bruno Juge, dans une espèce de roman à clé, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Oui. Il y a un fil, ensuite, qui est un fil, on va dire, d'anticipation qui reprend. On est en 2027, on est face à des inscriptions un peu à la Lovecraft qu'admire Houellebecq, et puis aussi des vidéos terroristes avec une fausse exécution de Bruno Juge, et puis ensuite des attaques de porte-conteneurs, et puis un massacre de masse de migrants. Et enfin, il y a un fil plus intime, on va dire, et qui tourne au métaphysique quand Paul Raison, le personnage, voit son père s'effondrer dans la vieillesse et mis dans un EHPAD, et puis est lui-même ensuite atteint d'une maladie. Et je dirais que ces 3 fils, quand on les tire, ils ne tissent pas le texte, en fait, ils se cassent. C'est-à-dire que le premier fil, par exemple, le fil politique, on dit que c'est un roman, on l'a lu, parce qu'il faut quand même parler aussi du buzz qu'il y a eu autour de ce livre, de toute la presse. On parle d'un livre politique, moi je dirais que c'est surtout un livre, non pas de romancier, mais d'éditorialiste. C'est comme si Alain Duhamel écrivait un roman, donc du Franz-Olivier Gisbert. Je crois qu'il faut vraiment se poser cette question d'un romancier qui est plutôt éditorialiste. Quand on prend le fil d'anticipation, on est quand même un peu étonné de voir que ça n'anticipe sur rien. On a l'impression qu'on est en 2022. Et puis le fil métaphysique pose d'autres problèmes dont on aura l'occasion, je pense, de reparler. Je pense que ce qui est intéressant en fait avec ce roman de Houellebecq, mais on va en parler avec vous, Marie, c'est la manière dont nous on se positionne aussi par rapport à son écriture, parce que je pense que lui a changé. C'est probablement moins bon qu'avant. Moi, j'aimais beaucoup les premiers romans de Houellebecq, mais nous aussi on a changé. Et je suis pas sûre que le rapport entre la littérature et la représentation de notre monde soit exactement le même pour nous aujourd'hui. Et donc la question de l'efficacité et de la pertinence de ce bouquin-là dans notre manière d'appréhender le monde, c'est peut-être le seul truc intéressant du bouquin. Marie Sorbier. Oui, c'est sûr qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est lui ou nous ou les deux qui avons changé, mais il y a quelque chose qui a changé. Les romans précédents de Houellebecq, moi j'avais pris un plaisir un peu coupable par moment, mais à les lire, je riais beaucoup, par exemple. Il y avait des punchlines assez géniales qu'on pouvait répéter, reprendre sur le couple, sur la société en général. C'était quand même quelqu'un qui croquait l'époque. Donc, je suis partie dans l'aventure de ce roman plutôt joyeuse et conquérante, j'allais dire. Mais alors, les premières impressions post-lecture, après avoir vécu avec ces pseudo-personnages qui n'en sont pas vraiment, on en parlera peut-être après, pendant quand même 730 pages, c'est pas rien, c'est un ennui. Mais alors, c'est un ennui poli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de grandes effusions, pas d'énervement. Je peux même pas venir à ce micro et cracher ma haine contre ce livre. En fait, c'est même pas ça. C'est juste quelque chose de très plat. Voilà, c'est un roman plat. C'est le premier mot qui me vient quand je parle de ce livre. Alors, certes, on parle de l'époque, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression quand même que le sujet principal que Houellebecq a voulu traiter, c'est la mort. Alors, la mort sous toutes ses formes, vous le disiez, Johan, il y a plein de lignes dramaturgiques comme ça, mais qui ne vont nulle part. La construction, en fait, elle est complètement bancale, donc on l'oublie, les attentats du début. C'est un leurre, d'ailleurs, on peut croire à un livre un peu ésotérique, avec un vrai mystère, ce qui est... Vraiment, moi, j'étais contente. Mais oui, avec ces illustrations du départ, on aurait pu partir en effet dans un espèce de thriller politico-ésotérique, disons. Je croyais que ça allait être ça. Moi aussi, j'étais contente. Les 100 premières pages, on parle là-dessus, et puis après, on oublie totalement, et on suit donc ce personnage principal qui s'appelle Paul Raison, qui a une 50aine d'années, et qui est quand même aussi très très plat. Il n'a même pas la médiocrité des personnages de Houellebecq que moi j'aimais bien quand il les décrivait dans ses précédents romans. Il est plutôt, j'allais dire, terriblement banal, mais ni médiocre, ni trop, ni pas.
pas assez. Donc, ça provoque quand même un ennui assez terrible. Et le seul fil sur lequel on se raccroche, c'est cette histoire de mort et la passion de Houellebecq quand même pour les hôpitaux, les EHPAD, les descriptions des cancers et autres pendaisons. On est dans une description d'une société, de personnages et d'une civilisation qui est en train de mourir. Mais c'est sur ce personnage peut-être qu'il faut s'attarder. Et c'est là qu'il y a potentiellement quand même matière à s'énerver un tout petit peu. Parce que ce personnage n'est pas en effet la cible du rire, de la satire houellebecquienne qu'on connaît bien, qui a toujours extrêmement bien fonctionné, y compris sur des personnages qui sont des avatars de Houellebecq. Là, évidemment, c'est un avatar. Et en l'occurrence, il y a quand même une forme d'empathie pour lui. Et les autres personnages prennent quand même très cher. Enfin, les femmes, les noirs, les classes populaires, bon, c'est un peu... les journalistes. Oui, il y a quand même de quoi s'énerver un petit peu de temps en temps, si on considère que ce personnage, encore une fois, est un point de vue. Moi, j'en vois pas d'autres. Oui, mais alors moi, je suis assez d'accord pour souligner la très très grande platitude du livre, l'ennui profond et l'ennui poli, dont Marie parlait très bien à l'instant. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, on ne peut pas monter sur ses grands chevaux avec ce livre. C'est-à-dire que je vois fleurir un petit peu des articles qui parlent d'un roman d'extrême droite. Moi, je trouve pas du tout. C'est pas du tout un roman d'extrême droite. Je trouve que c'est un roman de la banalisation de l'extrême droite, ce qui est encore plus pervers et difficile parce que justement, l'extrême droite est devenue le fond commun. Et donc, finalement, il y a une phrase très révélatrice à un moment. Bon, il y a le village dans lequel il habite, il y a beaucoup d'Arabes, voilà, mais c'est un racisme somme toute banalisé, c'est banal, après tout, pourquoi pas. Et puis il parle aussi, là, cette formule, il y avait beaucoup de Français de souche, comme on dit. Eh ben non, c'est pas comme on dit. Non, c'est pas comme on dit. Et je crois que en fait, ce problème d'ennui vient de l'absence de l'intérêt de la littérature pour Houellebecq. Pourquoi ? Parce que si on se souvient d'un des titres qui, au début des années 2000 de Houellebecq, c'était Plateforme. Et je crois que c'est surtout une forme plate. C'est surtout extrêmement plat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, la forme, le travail de réflexion, il y a un roman à clé quand même, il y a un roman d'anticipation, et il n'y a aucune réflexion d'aucune sorte sur cette construction. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'en fait, c'est juste le fond qui l'intéresse, et quand le fond remonte, chez lui, c'est de la vase, c'est-à-dire de la misogynie qui est quand même, il faut le dire, terrible. Toutes les femmes sont des connes, toutes les femmes... Non, sauf celles qui savent prendre soin des hommes, parce qu'il y a quand même une partie des femmes savent qui effectivement sont dans le les soin. satisfaire et culinairement et sexuellement, ce qui est quand même le sommet. Voilà. Et puis, il y a quand même des passages. Moi, quand j'ai lu la presse, après avoir lu Anéantir, la presse est sortie sur Anéantir, et on nous l'a vendu comme le grand roman métaphysique. Je me suis dit, mais quand même, il y a un petit problème. Il y a quand même tout un passage sur les êtres humains sont des boules de merde. Alors, je me suis dit, je ne m'attendais pas à lire La vie de Rancé de Chateaubriand, mais je ne m'attendais pas non plus à lire du Jean-Marie Bigard. Vous voyez, il y a quand même un niveau de réflexion qui est quand même, quoi qu'on dise, extrêmement problématique. Ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas une vague dimension métatextuelle ? J'essaye de chercher. Donc une espèce d'intelligence du texte dans une mise en abîme qui tourne autour de la question de la langue. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de la langue, des personnages qui perdent la parole. On ne va pas tout révéler, mais un autre personnage à qui on potentiellement couperait la langue. On sent qu'il travaille lui-même, c'est peut-être un truc de petit malin, sur le déclinisme de sa propre écriture. C'est-à-dire, c'est la fin, on n'écrit plus vraiment, en fait. On n'a plus de langue. Marie Sorbier. Oui, alors on n'écrit plus vraiment, mais on écrit de plus en plus parce qu'il n'a jamais écrit des romans aussi longs. Donc, il y a en effet comme un paradoxe entre ces personnages qui n'arrivent plus à parler, qui ne peuvent plus s'exprimer. Il y a des passages, par exemple, où les fils essaient de parler à leur père, donc le père qui a eu un AVC, ou voilà, qui ne peut plus s'exprimer et qui n'exprime plus rien, et les enfants qui essaient de s'approcher de lui. Et en fait, c'est toujours des dialogues qui n'ont pas lieu. C'est-à-dire qu'ils s'assoient à côté, et puis ils regardent ensemble les feuilles tomber ou le soleil se coucher. Donc il y a une impossibilité de parole, et quand parole il y a, elle est très violente, ou elle est à côté de la plaque, ou elle est fausse. Je pense notamment, vous parlez des personnages féminins, mais ce personnage atroce de journaliste qui est la compagne du dernier fils, qui est d'une méchanceté. C'est le seul personnage méchant d'ailleurs. Les autres sont plutôt plats. Il n'y a pas vraiment de saillance. Elle est méchante. Elle fait un article contre. Donc et cet article est tellement méchant qu'il va mener à la mort de quelqu'un. Donc même quand on s'exprime, on menace en fait l'autre de mort. Donc oui, il y a un rapport à l'expression qui est assez catastrophique, ou en tout cas décliniste, comme vous le disiez, Yoann.
Oui, et puis je crois que, il faut un peu se méfier de la manière dont, Houellebecq instrumentalise l'image qu'il a de lui, c'est-à-dire la manière dont il utilise la métaphysique, la vieillesse et la mort pour se construire finalement, non pas un récit, mais un storytelling de grand écrivain. C'est-à-dire qu'on le sait tous que, atteindre la mort, produit des réflexions, métaphysiques, produit une image de soi qui est une image un petit peu, surélevée par rapport au commun des mortels, et je crois que ça participe, ce gros livre participe dans son esprit d'un grand livre et de l'avènement pour lui d'un mythe du grand écrivain. Et d'ailleurs, on le voit à la presse qui est enthousiaste que ce mythe fonctionne parfaitement. Mais là, on est un petit peu tout de même embêté par la grande platitude. La grande platitude de Mm. l'ensemble de ce qui est proposé. On a pu parler tout à l'heure, par exemple, du roman d'anticipation, mais il n'y en a aucun. C'est-à-dire que il y a aucune anticipation. Par exemple, les candidats à la présidentielle sont invités sur France 5 sur C'est à vous, ou C'est politique, pardon. C'est politique. Donc on se dit, 5 ans plus tard, ça va être la même chose. Et puis, où est passée l'élection de 2022? C'était quand même l'objet du roman Soumission. Mm. Cet univers n'est même pas cohérent. Où est passé l'univers de soumission? On a du mal à comprendre ce qui anime ce décadentisme d'extrême droite. Il y a un problème vraiment, je crois, de cohérence et un problème plus large, je dirais, d'absence d'écriture qui, au départ, pouvait passer au début des années 2000 pour une ironie où la platitude jouait sur la platitude et où là, en fait, effectivement, le personnage Houellebecq est mis à nu et on se perçoit combien, finalement, tout ceci renvoie non pas à anéantir, mais au néant lui-même que finalement ce livre, sans aucun intérêt, incarne. Marie Sorbier. Oui, juste un dernier mot. Il y a Mm. quand même aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est la grande place du catholicisme, ou en tout cas de la foi dans ce roman qui est quand De même... toutes les mystiques finalement, parce toutes que les c'est mystiques, quand même oui. assez Puisqu'en effet, la femme plus du variée, héros ouais. est aussi dans une mouvance plus, panthéisme. voilà, panthéiste ou animiste. Mais le catholicisme de Houellebecq, il est quand même assez particulier parce que il est dans le sens où finalement, il montre l'horreur du monde sans Dieu. Donc je ne sais pas s'il est croyant et je ne sais pas si c'est un livre sur la foi, mais en tout cas, montrer ce monde sans Dieu devient voilà, un grand déclin, un grand rien, un grand néant, comme vous étiez en train de le dire. Ce qui est assez peu spectaculaire par ailleurs, parce qu'on a déjà beaucoup lu. En tout cas, Anéantir de Michel Houellebecq, apparu aujourd'hui chez Flammarion.